Je m'appelle Susanna, j'ai 32 ans et je suis le pilier financier de ma famille depuis que j'ai décroché mon premier emploi de consultante. Pendant des années, j'ai discrètement payé leurs factures, financé leurs rêves et ignoré la nature unilatérale de notre relation. Puis, un mardi matin, j'ai reçu ce SMS. Les mots étaient froids et tranchants. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. Ne nous contacte plus jamais. Mes doigts tremblaient tandis que je lisais ces mots. Ma gorge se serrait à chaque mot. Avant de vous raconter comment toute ma famille s'est retournée contre moi, dites-moi d'où vous nous regardez et cliquez sur le bouton S'abonner si vous avez déjà dû fixer des limites à des membres toxiques de votre famille. J'ai grandi dans une banlieue bourgeoise de Munich, dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui était constamment au bord de la faillite. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un talent pour les chiffres, organisant mon argent de poche en catégories bien ordonnées, tandis que les autres enfants dépensaient le leur en bonbons et en jouets. Cette aptitude n'était pas seulement une excentricité, c'était une question de survie. À 12 ans, je comprenais mieux le budget familial que mes parents. Mon père, Paul, passait d'une entreprise à l'autre au fil des saisons. Une entreprise de paysagisme qui a fait faillite en hiver, un magasin de fournitures pour restaurants qui ne pouvait pas rivaliser avec les grandes chaînes, une société de conseil sans clients. Chaque échec épuisait nos économies, mais jamais son optimisme pour le prochain grand projet. Cette fois-ci, ce sera différent, Suzy, disait-il en ébouriffant mes cheveux, tandis que je m'inquiétais de la pile de factures sur le comptoir de la cuisine. Ma mère, Donna, compensait notre instabilité financière en faisant comme si elle n'existait pas. Elle achetait des produits de marque, organisait des dîners que nous ne pouvions pas nous permettre et était membre de clubs où elle côtoyait des femmes dont les maris gagnaient réellement l'argent que le mien prétendait gagner. Les apparences comptent, disait-elle, en glissant une autre facture de carte de crédit dans le tiroir où elle pensait que personne ne la trouverait. Pendant ce temps, mes 3 frères et sœurs cadets vivaient dans la bulle créée par nos parents. James, de 2 ans mon cadet, a grandi en croyant que l'argent apparaissait comme par magie. Il jouait au football, avait les dernières consoles de jeu et n'a jamais eu de job d'été. Amanda, de 4 ans ma cadette, a hérité du goût de notre mère pour le luxe, sans la honte de la dette. Elle exigeait des cours de danse, des vêtements de marque et des camps de vacances coûteux et piquait des crises quand on lui disait non. Tyler, le Benjamin, de 6 ans mon cadet, a été le plus gâté. Sa dépendance aux jeux vidéo a commencé tôt, nos parents lui achetant toutes les consoles et tous les jeux qui pouvaient le calmer pendant qu'il s'occupait de leurs finances en ruine. J'ai pris un chemin différent. À 16 ans, je travaillais après l'école dans le supermarché local. Pendant mes études à l'université Ludwig Maximilian, je jonglais entre 3 emplois à temps partiel, tout en conservant les meilleures notes en finance. Pas de vacances de printemps à Majorque, pas de fêtes étudiantes, pas d'expérience universitaire typique, juste des études et du travail, et des appels occasionnels de la maison lorsque les factures arrivaient. Mon premier emploi après l'obtention de mon diplôme chez Anderson Financial Consulting a tout changé. Le salaire de départ de 65 000 euros m'a donné l'impression d'avoir gagné au loto. En un mois, j'ai remboursé mes prêts étudiants. En 2 mois, j'ai commencé à aider mes parents. Au début, il s'agissait simplement de rattraper le retard de 3 mois sur le remboursement de leurs prêts immobiliers. Puis, de payer l'assurance automobile de James après son accident. Ensuite, de financer les frais de démarrage de la carrière d'influenceuse d'Amanda. Puis, de couvrir les frais de scolarité de Tyler à l'école professionnelle, qu'il a rapidement gaspillé en abandonnant ses études. Le schéma était clair, mais je l'ignorais. Les appels téléphoniques de ma famille commençaient toujours par des banalités, mais finissaient inévitablement par parler d'argent. Ma mère était la plus habile dans ce domaine, préparant ses demandes financières en me culpabilisant subtilement. La tension artérielle de ton père est à son comble à cause de ses factures, disait-elle. Ou encore, nous sommes si fiers que tu gagnes autant d'argent à Francfort, mais n'oublie pas d'où tu viens. Mon père adoptait une approche différente. Sa fierté l'empêchait de formuler des demandes directes. À la place, il évoquait des problèmes que seul l'argent pouvait résoudre. Le système de chauffage fait encore ce bruit. Ce n'est probablement rien, mais le réparateur demande 2 000 euros pour l'examiner. On vit dans un monde de fous. James n'a jamais développé une telle subtilité. Ses appels étaient transactionnels et toujours urgents. Ma sœur, je suis dans le pétrin. Il me faut 1 500 euros avant vendredi, sinon ils vont saisir la voiture.
Tu sais que je pourrais te rembourser dès que j'aurai décroché ce poste. Les demandes d'Amanda s'accompagnaient de promesses de gloire future. Il me faut juste 3 000 € pour suivre cette formation en marketing d'influence. Et ensuite, les sponsors afflueront. Je te rembourserai le double. Tyler appelait rarement, préférant que nos parents fassent ses demandes à sa place. Quand il le faisait, c'était généralement tard dans la nuit, après avoir joué à des jeux vidéo pendant trop des heures. Je dois payer mon loyer demain. Le propriétaire est intransigeant. Tu peux me transférer 800 €. Je trouverai un travail le mois prochain. Promis? La seule voix de la raison dans notre famille était celle de l'oncle Rick, le frère aîné de mon père. Il a compris la supercherie et m'a pris à part à Noël, il y a 3 ans. Ils se servent de toi, Susanna, m'a-t-il dit à voix basse, alors que nous nous tenions dans le garage loin des festivités. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, mais je les ai quand même défendus. C'est ma famille. Ils feraient la même chose pour moi. Oncle Rick a haussé les sourcils. Vraiment? Quand est-ce que l'un d'entre eux t'a posé des questions sur ta vie sans rien attendre en retour? Je n'ai pas su quoi répondre, et ce silence en disait long. Mais j'ai continué à suivre le même schéma, transférant de l'argent, payant des factures, finançant des rêves, tout en mettant les miens en suspens. Mon appartement restait petit et fonctionnel, tandis que je payais les réparations du toit de mes parents. Ma voiture était pratique et vieillissante, tandis que je payais les mensualités de la voiture de luxe de James. Mes vacances se limitaient à des week-ends en Autriche ou en Suisse, tandis que je finançais les voyages dignes d'Instagram, d'Amanda, à Santorin et Ibiza. Au fond de moi, je savais que l'oncle Rick avait raison, mais l'admettre signifiait affronter une vérité douloureuse. Peut-être que l'amour de ma famille était conditionnel, basé sur ce que je pouvais leur apporter plutôt que sur qui j'étais. Alors, j'ai continué à donner, en espérant que lorsque j'aurais vraiment besoin d'eux, ils seraient là pour moi aussi. L'année dernière, les demandes financières de ma famille ont commencé à s'intensifier. Ce qui n'était auparavant que des demandes occasionnelles est devenu des urgences quasi hebdomadaires, chacune semblant plus urgente que la précédente. En février, James m'a appelé au travail, la voix tendue par la panique. Ils vont prendre ma voiture, Susanna. En ce moment même, il y a un type avec une dépanneuse devant mon appartement. Je pouvais entendre le grondement d'un moteur diesel en arrière-plan, confirmant son histoire. James, nous en avons parlé. Tu as promis de faire les paiements après que j'ai couvert les 3 derniers mois. Je sais, a-t-il répondu rapidement. Mais ce travail est tombé à l'eau et j'ai eu des dépenses imprévues. Ces dépenses imprévues, que j'ai découvertes plus tard sur les réseaux sociaux, comprenaient un week-end à Amsterdam avec ses amis. Néanmoins, j'ai transféré 4 000 € sur son compte pendant que nous étions encore au téléphone. La dépanneuse est partie. 2 jours plus tard, James a publié des photos de lui avec une nouvelle console de jeu. Le mois de mars a vu naître la dernière entreprise commerciale d'Amanda. Après avoir échoué dans sa tentative de devenir influenceuse, voyage malgré les voyages coûteux que j'avais financés, elle a décidé que sa véritable vocation était les produits de beauté. Il suffit de 10 000 € pour devenir distributrice, m'a-t-elle expliqué pendant le déjeuner, en faisant glisser une brochure sur papier glacé sur la table. Les produits se vendent tout seuls et le système de commission est incroyable. Je pourrais gagner plus de 100 000 € en 6 mois. J'ai immédiatement reconnu le système pyramidal, mais Amanda ne voulait rien entendre. Tu ne crois tout simplement pas en moi, m'a-t-elle reproché, les larmes aux yeux maquillées de manière experte. Tout le monde dans cette famille soutient mes rêves, sauf toi. L'ironie était douloureuse. J'étais la seule à financer réellement ses rêves, tandis que le reste de la famille ne lui offrait que des encouragements verbaux. J'ai tout de même fait un compromis et lui ai donné 5 000 €, la moitié de ce qu'elle demandait. Elle les a pris sans remercier et ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. En avril, Tyler a eu besoin d'urgence d'un équipement de jeu. Son ordinateur ne pouvait pas prendre en charge les dernières versions et il avait besoin de 3 000 € pour le mettre à niveau. Lorsque je lui ai suggéré de trouver un emploi pour financer son hobby, ma mère est intervenue. Il traverse une période difficile en ce moment, m'a-t-elle expliqué, comme si ces 5 années de difficultés n'étaient qu'une phase temporaire. Ce truc de jeu vidéo pourrait devenir une carrière. De nos jours, les gens gagnent de l'argent en diffusant des vidéos en streaming. J'ai fait remarquer que les streamers qui réussissaient travaillaient incroyablement dur, un concept auquel Tyler semblait allergique. Cette observation a été accueillie par un silence glacial.
suivi d'un appel de mon père qui m'a fait part de sa déception face à mon manque de soutien pour la passion de ton frère. Le mois de mai a été marqué par des réparations dans la maison qui ont commencé par ce qui semblait raisonnable, à savoir 6 000 € pour un toit qui fuyait. Mais une fois que les entrepreneurs ont été impliqués, d'autres problèmes ont été découverts. Les 6 000 € sont passés à 10 000 €, puis à 15 000 €, puis à 20 000 €. À chaque fois, je recevais des appels d'excuses au sujet de problèmes imprévus qui nécessitaient une attention immédiate. Lors d'une visite à la maison en juin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alors que les réparations extérieures semblaient minimes par rapport au coût, ma mère avait un nouveau salon et mon père arborait une montre de luxe. Lorsque je lui ai posé des questions avec prudence sur ses achats, ma mère s'est mise sur la défensive. Nous ne sommes pas des enfants, Susanna. Nous n'avons pas à te justifier chaque euro. Les entrepreneurs ont trouvé du bois pourri qui affectait l'intérieur. Nous avons donc dû remplacer certains meubles. Cette explication n'avait aucun sens, mais la remettre en question n'aurait fait que créer des tensions. J'ai donc essayé une autre approche lors du dîner familial ce dimanche-là. J'ai proposé d'aider tout le monde à établir des plans financiers afin de fixer des budgets pour atteindre l'indépendance. Je suis heureuse de vous aider, ai-je dit avec prudence. Mais je pense que nous avons besoin d'une solution à long terme. J'ai trouvé d'excellents outils de planification financière que nous pourrions tous utiliser. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Ma mère poussait la nourriture dans son assiette. Mon père s'éclaircissait la gorge à plusieurs reprises. Mes frères et sœurs se sont soudainement intéressés à leur téléphone. « Tu veux dire que tu ne nous aideras plus ?» a finalement demandé ma mère, d'une voix faible et blessée. « Pas du tout, ai-je rapidement rétorqué. Je pensais simplement qu'il serait bon pour tout le monde d'avoir plus de contrôle sur ses finances. »« Tout va très bien, » a déclaré mon père, mettant fin à la discussion. Plus tard, alors que j'aidais à nettoyer, j'ai entendu Amanda et ma mère dans le garde-manger. « Elle devient tellement autoritaire, » a chuchoté Amanda. « C'est comme si, parce qu'elle a de l'argent, elle pensait pouvoir nous dire à tous ce qu'il faut faire. »« Elle a toujours été comme ça, » a répondu ma mère. « Mademoiselle parfaite avec ses budgets et ses comptes d'épargne. Elle ne comprend pas que tout le monde ne pense pas à l'argent tout le temps comme elle. » Je suis restée figée, un torchon à la main, leurs paroles me blessant plus profondément qu'elles ne pouvaient l'imaginer. Était-ce ainsi qu'elle me voyait ? Non pas comme quelqu'un de généreux et de solidaire, mais comme quelqu'un de contrôlant, non pas comme quelqu'un de responsable, mais comme quelqu'un d'obsédé par l'argent. Malgré cette révélation, j'ai continué à les aider tout au long de l'été et de l'automne. Mais mes questions sont devenues plus pointues, mes virements plus tardifs, alors que je luttais avec ce qui devenait évident. Je favorisais des schémas destructeurs au lieu d'aider ma famille à s'épanouir. Le véritable point de rupture est survenu en décembre. J'ai reçu un appel d'une agence de recouvrement au sujet d'un prêt en défaut de paiement, un prêt que je n'avais jamais contracté. Après plusieurs conversations confuses, j'ai découvert la vérité. Mes parents avaient demandé un prêt de 30 000 € 6 mois plus tôt, en utilisant mes informations comme garant à mon insu et sans mon consentement. Ils n'avaient effectué aucun paiement. Lorsque je les ai confrontés, ils ont agi comme s'il s'agissait d'un simple malentendu. « Nous pensions que tu étais au courant, » m'a répondu mon père d'un ton dédaigneux. « Nous t'avons dit que nous avions besoin d'un prêt pour réparer la maison, et tu as dit que tu nous aiderais. » C'était plus simple que de faire des virements bancaires. « Vous avez falsifié ma signature ?» ai-je dit d'une voix tremblante. « C'est de la fraude. »« Ne dramatise pas, » a rétorqué ma mère. « Nous sommes une famille. Ce n'est pas comme si nous étions des étrangers utilisant tes informations. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée, et soudain, toute une vie de schéma m'est apparue clairement. L'appel de recouvrement n'était pas une erreur ou un simple manque de jugement ponctuel. C'était l'escalade inévitable d'années d'exploitation financière déguisée en besoin familial. Le message est arrivé à 9h17, un mardi matin. J'étais dans mon bureau en train de préparer une réunion avec un client lorsque mon téléphone a vibré pour m'avertir d'une notification provenant de notre groupe de discussion familiale, un espace généralement utilisé pour partager des projets de vacances ou des mèmes occasionnels. « Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus du tout. » Le message provenait du numéro de ma mère, mais il était clairement destiné à représenter toute la famille.
Il n'y avait pas d'émoji pour adoucir le message, pas d'explication pour le contextualiser, juste 13 mots qui m'excommuniaient effectivement de ma propre famille. J'ai fixé mon téléphone, certaine d'avoir mal lu. Mes mains ont commencé à trembler lorsque je l'ai relu, puis une troisième fois. Chaque mot semblait grossir à l'écran, envahissant mon champ de vision jusqu'à ce que plus rien d'autre n'existe. Susanna, ça va? Mon assistante, Marissa, se tenait à la porte, l'air inquiet. On dirait que tu as vu un fantôme. Ça va, ai-je répondu, même si ma voix semblait lointaine et creuse, même à mes propres oreilles. J'ai juste besoin d'une minute. Quand elle est partie, j'ai immédiatement appelé ma mère. L'appel a été directement transféré vers la messagerie vocale. J'ai réessayé, avec le même résultat. J'ai ensuite appelé mon père. Messagerie vocale? James. Messagerie vocale. Amanda. Messagerie vocale. Tyler n'avait même pas configuré de messagerie vocale. C'était comme s'il s'était mis d'accord pour couper complètement toute communication. Mon cœur battait à tout rompre, mes paumes étaient moites et moites, et la pièce semblait tourner légèrement. Était-ce lié à la confrontation, au sujet du prêt? Était-ce quelque chose dont je n'étais pas au courant? Quelqu'un avait-il été blessé ou avait-il des ennuis? L'incertitude était insupportable. Finalement, j'ai appelé oncle Rick. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Susanna, a-t-il dit d'une voix douce mais troublée. J'allais justement t'appeler. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un SMS me demandant de ne contacter personne dans la famille et maintenant, personne ne répond au téléphone. Un profond soupir a retenti au bout du fil. Je suis chez tes parents en ce moment. Il y a eu une réunion de famille hier soir à laquelle aucun de nous n'a été invité. Une réunion de famille? À propos de quoi? À propos de toi, principalement. La voix de l'oncle Rick était pleine de regrets. Après que tu les aies confrontés au sujet du prêt, ils prétendent que tu es devenue trop contrôlante en matière d'argent, que tu utilises ton soutien financier pour manipuler tout le monde. Cette accusation m'a frappée comme un coup physique. C'est absurde. Ils ont commis une fraude en utilisant mes informations, et c'est moi qui les manipule. Je sais, m'a rassuré mon oncle Rick. C'est complètement absurde, mais ils se sont convaincus que tu avais changé, que ton succès t'avait rendu méprisant à leur égard. Ta mère était particulièrement contrariée que tu aies proposé des conseils financiers lors du dîner le mois dernier. Elle l'a pris comme une insulte à son rôle de mère. Mais le prêt? Il minimise complètement cela, affirmant qu'il s'agit d'un malentendu que tu amplifies de manière disproportionnée pour les punir. Je m'effondrais dans mon fauteuil, mes jambes soudain incapables de supporter mon poids. Donc, ce SMS, cette rupture totale, c'est leur réponse à ma remise en question d'un prêt frauduleux après des années à leur donner de l'argent? C'est pire que ça, admis à contre-cœur oncle Rick. Ils comptent attendre que, je cite, elle réalise ce qu'elle a perdu et s'excuse. S'excuse, le mot sortit dans un murmure. Ils s'attendent à ce que tu reviennes en rampant une fois que tu auras réalisé que la famille est plus importante que l'argent. Ils semblent croire que tu as plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de toi. Je fermais les yeux, submergé par les souvenirs. Les anniversaires, où mes cadeaux étaient de l'argent, mais où je ne recevais rien en retour. Les vacances où je leur rendais des visites, mais où ils ne venaient jamais me voir. Les réussites qu'ils ne reconnaissaient que brièvement avant de ramener la conversation sur leurs besoins. Se rendent-ils compte que je leur ai donné plus de 175 000 € au cours des 5 dernières années? Demandai-je, ce chiffre m'étant récemment apparu lors d'un examen déprimant de mes finances. Oncle Rick poussa un long soupir. Je savais que c'était beaucoup, mais pas autant. Et non, je ne pense pas qu'ils le conceptualisent de cette façon. Dans leur esprit, c'est simplement ce que la famille fait les uns pour les autres, même si le soutien ne semble aller que dans un sens. Après avoir raccroché avec oncle Rick, j'ai annulé mes rendez-vous de la journée, prétextant être malade. Ce n'était pas loin de la vérité. Je me sentais physiquement malade. Mon estomac se retournait sous l'effet d'un mélange toxique de douleur, de colère et d'incrédulité profonde. De retour dans mon appartement ce soir-là, je me suis retrouvée à faire défiler de vieilles photos de famille, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Nous étions là, à la remise de diplôme de James, mon sourire fier alors que je me tenais à côté de lui, sachant que j'avais payé les frais de scolarité qui avaient rendu ce moment possible. Le 21e anniversaire d'Amanda, où j'avais non seulement financé la somptueuse fête,
mais aussi pris l'avion pour venir célébrer malgré une importante présentation le lendemain. Le 30e anniversaire de mariage de mes parents, où je les avais surpris avec un week-end d'escapade dont ils avaient mentionné vouloir profiter. Sur chaque photo, je cherchais sur leur visage une affection sincère, un signe quelconque que j'étais apprécié, au-delà de ce que mon compte en banque pouvait offrir. L'épreuve était pour le moins mince. Vers minuit, après des heures passées à fouiller douloureusement dans l'histoire de ma famille, je me suis retrouvée en larmes sur le sol de ma cuisine, un verre de vin vide à côté de moi. La douleur était physique, un poids écrasant sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. La trahison ultime n'était pas le prêt ni même le SMS, mais la prise de conscience que je n'avais peut-être jamais été aimée pour moi-même, mais uniquement pour ce que je pouvais offrir. Je me suis endormie là, sur le carrelage froid, émotionnellement épuisée, mon téléphone serré dans ma main, au cas où quelqu'un de ma famille appellerait pour me dire que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Personne ne l'a fait. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail les yeux gonflés et désorientée. J'avais changé de vêtements et mis du maquillage, mais aucun produit cosmétique ne pouvait masquer la dévastation qui se lisait sur mon visage. J'ai réussi à passer un appel client avant de m'effondrer dans les toilettes des femmes. Lisa, une collègue que je connaissais vaguement, m'a trouvée là, essayant d'étouffer mes sanglots dans une serviette en papier. « Susanna !» m'a-t-elle demandé gentiment, s'approchant lentement comme on s'approcherait d'un animal blessé. « Puis-je t'aider ?» Sa gentillesse, offerte sans rien attendre en retour, a complètement brisé le barrage. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté, les années de soutien financier, les demandes de plus en plus pressantes, le prêt frauduleux, et enfin, le SMS qui m'a coupé du monde pour avoir osé remettre tout cela en question. Lisa m'a écoutée sans m'interrompre, son expression passant de la sympathie à l'indignation à mon égard. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris les mains dans les siennes. « Susanna, je dois te dire quelque chose qui pourrait être difficile à accepter. Ce que tu décris n'est pas un soutien familial normal, c'est de l'abus financier. » Ce terme m'a fait l'effet d'une douche froide. Le terme « abus » me semble exagéré. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, elles sont justes. Elles profitent de ta générosité, manipulent tes émotions pour te soutirer de l'argent et te rejettent lorsque tu fixes des limites raisonnables. Lisa secoua fermement la tête. Si c'était un partenaire amoureux qui te traitait ainsi, hésiterais-tu à appeler cela de l'abus? Elle avait raison, mais l'accepter signifiait de repenser toute l'histoire de ma famille, ce qui était trop douloureux à faire dans les toilettes d'une entreprise. Lisa sembla le sentir et changea d'approche. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire avec son ex. Elle a trouvé une thérapeute spécialisée dans l'abus financier. Je vais te donner son numéro, ne serait-ce que pour une consultation. Cet après-midi-là, j'ai appelé le cabinet du docteur Taylor et j'ai été surprise d'obtenir un rendez-vous pour le lendemain, une annulation qui tombait à point nommé. En entrant dans son cabinet chaleureux et minimaliste, je me suis sentie à la fois terrifiée et soulagée de pouvoir enfin dire ces vérités à voix haute à un professionnel. Le docteur Taylor m'a écouté attentivement raconter la même histoire que j'avais racontée à Lisa, posant parfois des questions pour clarifier certains points, mais me laissant surtout dérouler l'histoire complexe de la dépendance financière de ma famille. Lorsque j'ai eu terminé, elle ne m'a pas immédiatement rassurée ou validée comme Lisa l'avait fait. Au lieu de cela, elle m'a posé une question qui a tout changé. « Avez-vous des documents attestant des sommes que vous avez versées à votre famille au fil des ans ?» J'ai acquiescé. « Je tiens des registres financiers détaillés. Cela fait partie de mon travail. » Seriez-vous disposé à calculer le montant exact avant notre prochaine séance? Chaque prêt, chaque paiement de facture, chaque cadeau ayant une valeur monétaire. La tâche me semblait étrange, mais j'ai accepté. Ce soir-là, j'ai sorti mes relevés bancaires, mes relevés de carte de crédit et mes feuilles de calcul personnel. J'ai créé un nouveau document intitulé « Soutien financier à la famille » et j'ai commencé à répertorier chaque transaction. J'ai regroupé les petits montants, comme les additions au restaurant et les cadeaux d'anniversaire, sous forme d'estimation, mais chaque transfert important, paiement de facture et prêt, a été méticuleusement enregistré, avec les dates et les montants. Quelques heures plus tard, j'ai regardé le chiffre final avec incrédulité. Depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire 8 ans auparavant, j'avais donné 178 642 € à ma famille. La quasi-totalité de cette somme était répertoriée comme des prêts qui n'avaient jamais été remboursés.
Mais cet exercice comptable a révélé quelque chose d'encore plus troublant. J'ai consulté mon rapport de solvabilité actuel et j'ai découvert 3 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Une enquête plus approfondie a confirmé mes soupçons. Mes parents et James avaient ouvert des cartes à mon nom. Les cartes étaient toujours actives et leur solde totalisait plus de 22 000 euros. J'ai creusé davantage, vérifiant tous les comptes possibles liés à mon numéro d'identification fiscale et à mon crédit. 2 forfaits de téléphonie mobile pour Tyler et Amanda. Une ligne de crédit dans un magasin de meubles utilisé pour le nouveau salon de mes parents. Un contrat de location pour l'appartement de James qui, d'une manière ou d'une autre, me désignait comme co-responsable. À l'aube, j'avais découvert plus de 45 000 euros de dettes frauduleuses et d'obligations financières créées à mon insu et sans mon consentement. Il ne s'agissait pas d'un simple prêt. Il s'agissait d'un vol d'identité systématique perpétré par ma propre famille. J'ai appelé Oncle Rick, au mépris du décalage horaire. Ils utilisent toujours mes informations, lui ai-je dit lorsqu'il a répondu, d'une voix étrangement calme compte tenu des circonstances. Des cartes de crédit, des abonnements téléphoniques, des contrats de location, tout cela à mon insu. Oncle Rick est resté silencieux pendant un long moment. Je ne savais pas que ça allait aussi loin, a-t-il finalement dit. Je savais pour le prêt, mais pas pour le reste. Saviez-vous qu'ils avaient organisé une réunion de famille pour planifier leur prochaine demande financière avant que je ne les confronte au sujet du prêt? Étaient-ils déjà en train de planifier ce qu'ils pourraient encore obtenir de moi, alors même qu'ils utilisaient mon identité pour obtenir d'autres fonds? L'hésitation de l'oncle Rick m'a tout révélé. James a mentionné que tu les aidais dans une entreprise commerciale et tes parents parlaient même d'une opportunité de multipropriété. Un rire étrange m'a échappé, à mi-chemin entre l'amusement et le désespoir. Ils prévoyaient de me couper les vivres si je n'acceptais pas, n'est-ce pas? Toute cette histoire de espace était déjà leur plan de secours. Je pense que oui, a admis l'oncle Rick. Quand tu les as confrontés au sujet du prêt, ils ont simplement accéléré le processus. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle journée, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la famille, c'était de l'exploitation, pure et simple. Et avec cette clarté est venue une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je dois me protéger, ai-je dit, plus à moi-même qu'à oncle Rick. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pensais aux cartes de crédit toujours utilisées, aux virements automatiques toujours versés sur leur compte, à l'hémorragie financière qui me saignait à blanc depuis des années. Tout ce qu'il faudra. Ce matin-là, mon premier appel ne fut pas destiné à ma famille, mais à Diane Harrison, la conseillère financière, qui m'avait aidé à créer mes comptes de retraite des années auparavant. Je lui expliquai la situation de la manière la plus clinique possible, ma nouvelle lucidité me permettant de parler sans m'effondrer. C'est plus courant que vous ne le pensez, m'a dit Diane, sa voix empreinte d'expérience. Mais vous l'avez découvert avant que cela ne détruise complètement votre avenir financier, ce qui vous donne une longueur d'avance sur beaucoup de personnes dans des situations similaires. Elle m'a aidé à élaborer un plan complet pour dissocier mes finances de celles de ma famille. Première priorité, arrêter tous les paiements et virements automatiques. Deuxième priorité, contacter les agences de crédit pour signaler les comptes frauduleux. Troisièmement, sécuriser tous les comptes existants avec de nouveaux mots de passe et des questions de sécurité que ma famille ne pourrait pas deviner. Ensuite, j'ai appelé Robert Jensen, un avocat spécialisé dans le vol d'identité. Bien qu'il s'occupe généralement de cas impliquant des étrangers plutôt que des membres de la famille, il a compris la complexité de ma situation. Le vol d'identité au sein d'une famille est en fait plus préjudiciable et plus difficile à résoudre que les cas traditionnels, m'a-t-il expliqué. Il y a la composante financière, mais aussi la trahison émotionnelle, qui empêche souvent les victimes de prendre les mesures juridiques nécessaires. Je ne laisserai pas mes émotions m'empêcher de me protéger, lui ai-je assuré, même si ma voix tremblait légèrement. Tant mieux, car je dois être claire. Ce que votre famille a fait constitue une fraude criminelle. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte. L'idée que mes parents ou mes frères et sœurs puissent faire l'objet de poursuites pénales m'a donné la nausée malgré tout. Commençons par arrêter l'hémorragie et sécuriser mon identité. Je déciderai plus tard si je porte plainte. Entre Diane et Robert, j'ai passé la journée à mettre en œuvre un plan de protection financière détaillé.
Le soir venu, j'avais annulé tous les virements automatiques vers les membres de ma famille, gelé mon crédit auprès des 3 principales agences, signalé les comptes frauduleux et entamé les procédures de contestation. Modifier tous les mots de passe, questions de sécurité et coordonner sur les comptes légitimes. Documenter tous les comptes non autorisés, avec les dates, les montants et les preuves disponibles. Mise en place des alertes de fraude et des services de surveillance d'identité. Rédiger des lettres de cessation et d'abstention concernant l'utilisation non autorisée de mes informations personnelles. Pendant que je suivais ces étapes, mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel ni SMS de la part des membres de ma famille se demandant pourquoi leurs ressources financières avaient soudainement été coupées. Ce silence confirmait ce que je savais déjà. Ils attendaient que je craque le premier, que je vienne les supplier de se réconcilier. Vers 20 h ce soir-là, j'ai finalement rédigé ma réponse aux SMS de ma famille. J'ai envisagé de longues explications, des appels à l'émotion et des comptes rendus détaillés de tout ce que j'avais fait pour eux. Finalement, j'ai opté pour la simplicité. Bien sûr, je vais annuler mes virements automatiques dès demain matin. J'ai appuyé sur Envoyer et j'ai senti un poids me quitter les épaules. 7 mots qui m'ont redonné mon pouvoir et ont établi des limites qui auraient dû être fixées il y a des années. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de notifications. Ma mère m'a appelé 3 fois de suite. Mon père m'a envoyé un SMS pour me demander ce que je voulais dire exactement. James m'a envoyé une série de messages au sujet d'un malentendu. Amanda voulait savoir si j'étais sérieusement aussi mesquine. Tyler, généralement le moins communicatif, m'a envoyé un seul SMS. Et ma facture de téléphone? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis servi un verre de vin, savourant la satisfaction tranquille d'avoir enfin pris ma défense. Lorsque j'ai consulté mes messages 1 heure plus tard, oncle Rick m'avait envoyé un seul SMS qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Je suis fier de toi. Il panique. Je l'ai immédiatement rappelé. Tu es toujours chez eux? J'y étais, a-t-il répondu d'un ton amusé. Mais je suis parti après avoir reçu ton SMS. Tu aurais dû voir leur visage, Susanna. Ta mère l'a lu à haute voix et est devenue blanche comme un linge. Ton père s'est immédiatement mis à calculer quelle facture serait refusée en premier. Tes frères et sœurs étaient tous sur leur téléphone, en train de vérifier le solde de leur compte. Tant mieux, ai-je répondu, surprise de ne ressentir que très peu de culpabilité. Ils avaient besoin d'un retour à la réalité. C'est un euphémisme. Ta mère a essayé de me convaincre de te parler, de te dire que la famille passe avant tout et que l'argent ne fait pas tout. J'ai ri sans humour. L'ironie lui échappe complètement, apparemment. Tout à fait. Quand je lui ai fait remarquer que c'était eux qui t'avaient coupé les vivres en premier, elle a répondu que c'était différent, qu'ils avaient juste besoin d'une pause par rapport à ton comportement de contrôle financier. Quand je lui ai demandé en quoi ton comportement était contrôlant alors que leurs attentes ne l'étaient pas, elle m'a demandé de partir. Pete, tu n'avais pas à faire ça, oncle Rick. Si, je devais le faire. J'ai fait ma valise et je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter la façon dont ils te traitaient. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Honnêtement, j'ai observé cette dynamique pendant des années et je n'ai pas dit grand-chose. Sa solidarité m'a fait monter les larmes aux yeux, les premières de la journée qui n'étaient pas dues à la douleur. Merci. Ne me remercie pas. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais Susanna, prépare-toi. Ce n'est que le début de leur réaction. Une fois qu'ils auront compris que tu es sérieuse, les choses vont s'aggraver. Cos. Il avait raison. En moins de 2 heures, le ton des messages est passé de la confusion à la colère. Mon père m'a envoyé un long SMS sur la loyauté familiale et sur le fait que les liens du sang sont plus forts que tout. Ma mère m'a laissé un message vocal larmoyant affirmant qu'il m'avait seulement demandé de prendre mes distances avec ma négativité et non de mettre fin à leur soutien financier. James a commencé à alterner entre menaces et supplications, tandis qu'Amanda a publié un message vague sur les réseaux sociaux à propos de membres de la famille toxique qui ne se soucient que de l'argent. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence, chaque message ignoré renforçant ma détermination plutôt que de l'affaiblir. La famille qui avait demandé à ne plus avoir de contact était soudainement désespérée de me joindre. L'ironie était si forte qu'elle aurait été comique dans d'autres circonstances. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années,
me réveillant avec des dizaines d'appels manqués et de messages supplémentaires. Parmi eux, il y avait un SMS de l'oncle Rick. Il prévoit de se présenter à ton appartement ce soir. Je te préviens. J'ai passé la journée à me préparer à la confrontation, non pas en élaborant des arguments ou en rassemblant des preuves financières, mais en me concentrant sur ma décision. J'ai nettoyé mon appartement, acheté des fleurs fraîches, commandé mon plat à emporter préféré et créé un espace qui reflétait mon nouvel engagement envers le respect de moi-même. Lorsque la sonnette a retenti à 19h30 ce soir-là, j'étais prête. À minuit, ma famille était en pleine crise. La confrontation à la porte de mon appartement ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Ma mère est arrivée la première, armée de larmes et de culpabilité, suivie peu après par mon père et James. Amanda et Tyler n'ont apparemment pas pris la peine de faire le déplacement, mais ils se sont joints à la conversation par haut-parleur lorsque celle-ci est devenue hostile. Je les avais laissés entrer dans mon salon, mais j'avais immédiatement fixé des limites. Je vais écouter ce que vous avez à dire, mais je ne changerai pas d'avis au sujet du soutien financier. Les larmes de ma mère se sont taries remarquablement vite lorsqu'elle a réalisé que la manipulation émotionnelle ne fonctionnerait pas. Il s'agit du prêt, n'est-ce pas? Nous allions te rembourser. Il s'agit de 8 années de soutien financier à sens unique, de comptes non autorisés à mon nom et d'une dynamique familiale qui ne m'apprécie que pour ce que je peux apporter, ai-je répondu calmement. Mon père a essayé une autre approche en faisant appel à mon sens du devoir. Nous t'avons élevé, nourri et logé. C'est ce que font les familles, les unes pour les autres. Oui, les parents sont censés subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est l'engagement que vous avez pris lorsque vous m'avez eu. Je ne me suis jamais engagée à subvenir indéfiniment aux besoins de 4 adultes. James faisait les 100 pas dans la pièce, visiblement très agité. Donc tu nous coupes complètement les vivres, juste comme ça. Et mon bail? Et le paiement de la voiture qui arrive à échéance la semaine prochaine? Ce sont tes responsabilités, James. Tu as 30 ans. Il est temps que tu apprennes à subvenir à tes besoins. La conversation a dégénéré à partir de là, passant en revue toutes les tactiques de manipulation émotionnelle de leur arsenal. Ma mère a évoqué les maladies de mon enfance dont il s'était occupé. Mon père a mentionné les dissertations d'université qu'il avait relues. James m'a rappelé les fois où il était venu me chercher au travail lorsque ma voiture était au garage, oubliant commodément que j'avais payé ses réparations. Amanda, via le haut-parleur, a adopté une approche différente. Je pensais que vous croyiez en moi, en mes rêves. Tout cela n'était-il que des mensonges? Je crois que tu es capable de réaliser tes rêves, Amanda, mais pas tant que quelqu'un d'autre finance ta vie. Le véritable succès vient de la construction de quelque chose par soi-même. Tyler, d'ordinaire discret, a finalement pris la parole. Que suis-je censé faire avec mon téléphone? Il va être coupé. Trouve un travail, Tyler, comme tout le monde. Les discussions ont duré des heures, ma famille passant par toutes les étapes, colère, négociation, culpabilité et menaces. Mon père a suggéré qu'il pourrait intenter une action en justice puisque j'avais promis de les aider financièrement. Ma mère a laissé entendre qu'elle dirait aux membres de la famille élargie que je les avais abandonnés. James a déclaré sans détour qu'il ne paierait pas le loyer pour lequel il m'avait frauduleusement désigné comme cosignataire, ce qui aurait encore plus nui à ma cote de crédit. Malgré tout cela, j'ai maintenu ma position avec un calme que je ne me connaissais pas. Lorsqu'ils sont finalement partis vers 23h30, sans avoir obtenu aucun engagement de ma part, la véritable panique a commencé. Oncle Rick a appelé vers 1h du matin. Ils viennent d'avoir une réunion de famille d'urgence. À cette heure-ci, j'étais encore éveillée, trop tendue par la confrontation pour dormir. Ton père se rend compte que le paiement hypothécaire est dû dans 3 jours et qu'il n'a aucun moyen de le couvrir. Ta mère s'inquiète des paiements minimums sur les cartes de crédit des magasins. James a découvert que son assurance automobile avait expiré parce que le paiement automatique depuis ton compte n'avait pas été effectué. J'ai ressenti un pincement d'inquiétude que j'ai rapidement réprimé. Ce ne sont plus mes problèmes. Je sais et je suis d'accord. Je te tiens simplement au courant. Ils élaborent des plans désespérés. Ta mère va appeler sa famille demain pour leur demander des prêts. Ton père parle de vendre sa collection de pièces de monnaie. James consulte les annonces de colocation en ligne.
On dirait exactement ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, ai-je fait remarquer. Les jours suivants, la réalité financière s'est abattue différemment sur chaque membre de la famille. Le compte Instagram d'Amanda, autrefois rempli de brunch, de virées shopping et de vacances en Méditerranée, a soudainement affiché des publications sur les plaisirs simples et ont trouvé la joie dans les moments quotidiens, alors que son mode de vie se réduisait rapidement. James, confronté à une véritable recherche d'emploi pour la première fois depuis des années, a découvert que les lacunes de son CV et son manque d'expérience rendaient difficile la recherche d'un emploi. Ses publications sur les réseaux sociaux sont passées de photos de fête à des plaintes sur les pratiques d'embauche injustes et le marché de l'emploi impossible. Les streams de jeux vidéo de Tyler ont pris fin brutalement lorsque son accès Internet haut débit a été coupé pour non-paiement. Il a été contraint de retourner chez ses parents lorsque son chèque de loyer a été refusé, ce qui a encore aggravé les tensions déjà vives au sein du foyer. Ce sont mes parents qui ont dû faire face aux changements les plus importants. Leur période de grâce hypothécaire a pris fin, entraînant des frais de retard qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les paiements minimums de leur carte de crédit n'ont pas été effectués, ce qui a entraîné des pénalités APR qui ont rendu leur dette encore plus difficile à gérer. La façade soigneusement construite de la stabilité de la classe moyenne a commencé à s'effriter de manière visible, les voisins remarquant que la pelouse n'était plus tondue et que les travaux de réparation avaient été abandonnés en cours de route. Grâce à l'oncle Rick, j'ai été informée de ces développements, mais je suis restée ferme dans ma décision. Il est devenu mes yeux et mes oreilles dans la famille, me tenant informée sans me pousser à renouer le contact. Une semaine après ma séparation financière, ma mère s'est présentée à nouveau à mon appartement, seule cette fois-ci. Son apparence avait radicalement changé en seulement 7 jours. Les vêtements de marque avaient été remplacés par un simple jean et un pull, ses cheveux parfaitement entretenus laissaient apparaître des racines et ses ongles n'étaient de plus manucurés comme d'habitude. 5 minutes, ai-je dit en la laissant entrer, mais en restant debout. Susanna, nous avons vraiment du mal, a-t-elle commencé, sa voix dépourvue de son habituelle théâtralité. L'hypothèque est en retard et la banque nous appelle. La tension artérielle de ton père est montée en flèche. James risque de perdre son appartement. Je comprends que c'est difficile, ai-je dit calmement. Mais ce sont les conséquences naturelles des décisions financières que vous avez toutes prises au fil des ans. Nous sommes une famille, a-t-elle dit, comme si ces 2 mots expliquaient et excusaient tout. Une famille ne se trompe pas mutuellement. Une famille ne privilégie pas l'argent aux relations humaines. Une famille ne rejette pas quelqu'un qui fixe des limites raisonnables. Son expression se durcit. C'est donc une punition. Tu nous donnes une leçon. Non, maman. Je vous permets simplement de faire l'expérience de la réalité dans laquelle vivent la plupart des adultes, la responsabilité financière de leur propre vie. Elle partit peu après, sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Mais quelque chose avait changé. La panique désespérée se transformait en une acceptation réticente du fait que la situation avait changé de façon permanente. Mon père m'a appelé le lendemain avec une approche beaucoup plus agressive que celle de ma mère. Ta mère est dévastée. C'est ce que tu voulais? Lui faire du mal? Nous faire du mal à tous? Ce que je voulais, c'était une relation saine avec ma famille, qui ne soit pas basée sur l'exploitation financière, ai-je répondu, en gardant une voix calme, malgré mon cœur qui battait à toute vitesse. Personne ne t'a exploité. Nous t'avons demandé de l'aide et tu nous l'as donnée. Personne ne t'a forcé. Ai-je donné mon accord pour les cartes de crédit ouvertes à mon nom? Pour le prêt utilisant mes informations comme garantie? Pour les abonnements de téléphonie mobile? Pour le contrat de location? Son silence momentané confirmait ce qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Nous étions désespérés. Et maintenant, vous subissez les conséquences de ce désespoir sans m'utiliser comme filet de sécurité. C'est tout. Après l'appel de mon père, d'autres tentatives de réconciliation ont eu lieu au sein de la famille, toutes assorties de conditions. James a suggéré que nous discutions autour d'un dîner, mais il a laissé échapper qu'il avait besoin d'aide pour une urgence liée à sa voiture. Amanda a proposé une journée entre sœurs qui comprenait, d'une manière ou d'une autre, un arrêt dans un magasin où elle avait repéré un investissement professionnel. Même Tyler m'a contacté, mentionnant clairement dans son message que notre père avait mis en gage son équipement de jeu pour payer les factures.
Malgré tout cela, j'ai maintenu mes limites avec une confiance croissante. Oncle Rick m'a rapporté qu'une réunion de famille avait été convoquée spécialement pour élaborer une stratégie visant à me faire pardonner et oublier. Ils ont recruté des membres de la famille élargie pour me contacter, pensant que je réagirais différemment face à des tantes, des oncles et des cousins moins directement impliqués dans l'exploitation financière. La plupart des membres de la famille ont d'abord pris le parti de ma famille, n'ayant entendu que leur version des faits. Mais quelques-uns, comme ma cousine Jennifer, m'ont contacté avec des points de vue plus nuancés. Ils m'ont fait la même chose, m'a-t-elle confié lors d'un rendez-vous autour d'un café. Pas dans la même mesure, mais après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière, tout le monde a soudainement eu besoin d'emprunt pour des urgences. Il m'a fallu 2 ans de thérapie pour ne plus me sentir coupable de dire non. Ces conversations m'ont confortée dans l'idée que je n'étais pas seule, que je ne réagissais pas de manière excessive et que je n'avais pas tort de me protéger. Chaque jour où je maintenais mes limites renforçait ma confiance et ma lucidité. La première semaine sans contact s'est transformée en 2 semaines, puis en un mois. J'ai consacré mon énergie à me reconstruire. Je voyais le docteur Taylor chaque semaine. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant que je gérais les crises constantes de ma famille et j'ai redécouvert des loisirs que j'avais abandonnés par manque de temps ou d'énergie. Comme les tentatives de ma famille pour me manipuler afin que je reprenne mon rôle de soutien financier échouaient à chaque fois, ils ont été contraints de trouver d'autres solutions. Oncle Rick a rapporté que James avait finalement trouvé un emploi dans un entrepôt local, bien en deçà de ce qu'il estimait être sa valeur, mais néanmoins un emploi stable. Amanda avait commencé à travailler comme réceptionniste, réduisant ses ambitions d'influenceuse à des projets le week-end. Tyler avait trouvé un emploi dans le commerce de détail, ses jeux vidéo étant relégués aux seules soirées. Mes parents ont dû faire face à l'ajustement le plus difficile, leur décennie de mauvaise gestion financière nécessitant les changements de mode de vie les plus importants. Ils ont commencé à travailler avec un service de conseil en crédit, ont vendu l'une de leurs voitures et ont considérablement réduit leurs dépenses. Ces changements n'ont pas été des transformations immédiates, ni des histoires de rédemption dignes d'Hollywood. Il s'agissait d'ajustements réticents, souvent ressentis comme une injustice, à une nouvelle réalité où les actions avaient des conséquences et où la gestion financière ne pouvait plus être déléguée à leurs filles. Et à travers tout cela, j'ai découvert quelque chose de surprenant. J'étais plus heureuse, plus légère et plus sereine que je ne l'avais été depuis des années. Malgré les turbulences familiales, sans le poids constant sur mes finances et mon énergie émotionnelle, j'ai commencé à m'épanouir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. 6 mois après ce SMS qui a changé ma vie, mon monde s'était transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. L'appartement que j'avais gardé petit et fonctionnel pour pouvoir donner de l'argent à ma famille était désormais un 2 pièces que j'avais acheté moi-même et décoré exactement comme je le souhaitais. Mon compte d'épargne, autrefois perpétuellement vidé par les urgences familiales, contenait désormais une réserve confortable pour les véritables urgences. Mon portefeuille d'investissement, auparavant freiné par des retraits constants, augmentait régulièrement, assurant mon avenir plutôt que de financer les désirs présents des autres. Mais les améliorations financières n'étaient rien comparées à la transformation émotionnelle. Grâce à un travail constant avec le docteur Taylor, j'avais commencé à démêler le réseau complexe de codépendance, de culpabilité et de responsabilité mal placée qui avait défini mes relations familiales. La codépendance financière reflète souvent la dynamique de la dépendance, m'a expliqué le docteur Taylor lors d'une séance particulièrement instructive. Vous étiez le facilitateur, permettant à votre famille d'éviter les conséquences naturelles de ses choix. Et comme beaucoup de facilitateurs, vous l'avez fait par amour, croyant que vous aidiez. Je pensais que si je leur donnais suffisamment, ils finiraient par devenir autonomes, ai-je admis. Ou du moins, qu'ils apprécieraient les sacrifices que je faisais. C'est l'espoir du facilitateur. Mais le fait de faciliter empêche généralement la croissance plutôt que de la favoriser. En supprimant votre soutien financier, vous leur avez en fait donné quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de développer leurs propres capacités et leur résilience. Cette nouvelle perspective m'a aidé à apaiser la culpabilité persistante que je ressentais, en particulier pendant les vacances ou les anniversaires familiaux que je célébrais désormais à distance. Oncle Rick restait mon principal lien avec la famille,
me donnant des nouvelles sans me mettre la pression pour renouer le contact. James travaille à l'entrepôt depuis 4 mois maintenant, m'a-t-il rapporté lors d'un dîner chez moi. C'est le plus long emploi qu'il ait jamais eu. Son supérieur lui a même parlé d'une possible promotion s'il restait 6 mois de plus. Vraiment? Je ne pouvais cacher ma surprise. James n'avait jamais fait preuve d'une telle persévérance. La nécessité est un puissant facteur de motivation. Il a également emménagé dans un appartement moins cher avec 2 colocataires. Il s'en plaint encore constamment, mais il s'en sort. Le parcours d'Amanda a connu une évolution similaire. Après 3 mois en tant que réceptionniste, ses compétences en matière de réseaux sociaux ont été reconnues et elle s'est vue confier des responsabilités supplémentaires dans la gestion de la présence en ligne de l'entreprise, une utilisation légitime de ses centres d'intérêt qui lui a apporté un salaire stable et des avantages sociaux. Tyler a peut-être connu le changement le plus spectaculaire, même s'il partait du niveau le plus bas. Après 2 mois dans son emploi dans le commerce de détail, il s'est inscrit à des cours du soir en informatique dans une école professionnelle qu'il suit après le travail. La transformation de mes parents a été plus lente et moins complète. Ils ont considérablement réduit leur train de vie, vendant leur maison pour emménager dans un appartement de 2 chambres. Mon père a accepté un poste de vendeur dans une quincaillerie, ravalant sa fierté pour gagner un salaire régulier pour la première fois depuis des décennies. Ma mère a commencé à vendre certains de ses objets artisanaux en ligne, générant un revenu modeste tout en s'adaptant à leur nouvelle réalité financière. Aucun de ces changements n'a été facile ni sans ressentiment. Par l'intermédiaire de mon oncle Rick, j'ai entendu parler de réunions de famille où mon nom était encore mentionné, avec un mélange de colère et de douleur. J'étais toujours considérée comme la méchante dans leur récit, la fille qui avait abandonné sa famille au moment où elle avait besoin d'elle. Mais sous le ressentiment, le respect grandissait à contre-cœur à mesure qu'ils voyaient chacun développer des capacités qu'ils ne se connaissaient pas. 3 mois après la rupture, j'avais commencé à me construire un nouveau cercle social indépendant des obligations familiales. Lisa, une collègue de travail, était devenue une amie proche et m'avait fait découvrir son club de lecture où j'avais rencontré des femmes ayant des limites saines et des relations réciproques. J'avais rejoint un groupe de randonnée qui explorait les sentiers locaux le week-end. Une activité que j'avais toujours voulu pratiquer, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps lorsque les urgences familiales accaparaient mes week-ends. J'avais même recommencé à sortir avec des hommes, ce que j'avais mis en suspens indéfiniment pendant que mes ressources émotionnelles et financières étaient consacrées à ma famille. Michael, un architecte paysagiste que j'ai rencontré grâce au groupe de randonnée, m'a montré à quoi pouvait ressembler une relation équilibrée. Une relation où les 2 parties contribuent de manière égale et respectent les limites de l'autre. 5 mois après avoir coupé les ponts, j'ai reçu mon premier message direct d'un membre de ma famille, autre que mon oncle Rick. Ma mère m'a envoyé un SMS qui disait simplement « Le conseiller en crédit nous a été très utile. Merci de nous avoir suggéré de faire un plan financier à l'époque, même si nous n'étions pas prêts à l'entendre. » Ce n'était pas une excuse, mais une reconnaissance, aussi minime soit-elle, que mon point de vue n'était peut-être pas tout à fait erroné. J'ai répondu par un simple « Je suis contente que cela vous aide », ni trop chaleureux, ni complètement froid. 6 mois jour pour jour après avoir reçu ce SMS collectif dévastateur, un autre message est arrivé de ma mère. Celui-ci était plus long et plus réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation et à la façon dont les choses ont évolué au fil des ans. Je réalise maintenant que nous en sommes venus à dépendre de toi d'une manière qui n'était ni juste ni saine. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je veux que tu saches que tu me manques. Pas ton aide financière, mais toi, ma fille. Si tu es prête à discuter, j'aimerais beaucoup, à tes conditions. Ce message m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas à cause de la douleur, mais parce que j'ai compris que ma famille aussi pouvait peut-être guérir. Pas une réconciliation immédiate, pas un retour aux anciens schémas, mais quelque chose de nouveau et potentiellement plus sain. Après en avoir discuté avec le docteur Taylor, j'ai rédigé une réponse prudente, fixant des conditions claires pour toute reconstruction potentielle de notre relation. Reconnaissance de l'exploitation financière qui avait eu lieu. Mesures concrètes pour régler les comptes frauduleux qui continuaient d'affecter ma solvabilité. Engagement à devenir financièrement indépendante à l'avenir. Respect de mes limites,
sans culpabilité ni manipulation. À ma grande surprise, ma mère a accepté toutes les conditions, ajoutant: Nous avons un long chemin à parcourir, mais je veux essayer. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés pour prendre un café dans un lieu neutre, notre première conversation en face à face, sans sous-entendu financier, depuis des années. C'était gênant, tendu par moments, mais il y avait aussi des lueurs d'espoir pour une nouvelle relation potentielle basée sur qui nous étions plutôt que sur ce que je pouvais offrir. Des tentatives similaires de renouer le contact ont commencé avec d'autres membres de la famille. James m'a remercié pour une référence professionnelle que j'avais fournie par l'intermédiaire d'un collègue. Sa gratitude semblait sincère plutôt que prélude à une demande d'argent. Amanda m'a fait part de sa promotion sans faire allusion à un besoin d'investissement pour des projets parallèles. Même Tyler m'a envoyé un simple message pour m'annoncer qu'il avait réussi ses premiers examens professionnels. Ce n'était pas des réconciliations dignes d'un conte de fées. Des années de schémas malsains ne pouvaient être effacées en quelques mois. Mais c'était des pas vers quelque chose de plus équilibré, de plus authentique et en fin de compte de plus aimant que ce qui existait auparavant. Le changement le plus profond, cependant, s'est produit en moi. J'avais découvert une force que je ne me connaissais pas, la capacité de rester ferme dans ma valeur au-delà de ce que je pouvais offrir matériellement aux autres. J'avais appris que la véritable générosité vient d'un choix et non d'une obligation ou d'une manipulation. Et surtout, j'avais découvert qu'une famille qui vous aime vraiment veut votre bien-être, pas seulement votre portefeuille. Le cheminement de facilitateur financier à individu autonome avait été douloureux, mais la liberté acquise en valait la peine. Je comprenais désormais que parfois, le plus grand amour que l'on puisse montrer à sa famille est de lui permettre de voler de ses propres ailes. Et le plus grand amour que l'on puisse se montrer à soi-même est de croire que l'on mérite mieux que l'exploitation déguisée en amour. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles à des membres de votre famille qui profitaient de votre générosité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la manière de reprendre le pouvoir dans les relations difficiles. N'oubliez pas que, parfois, le mot le plus difficile mais le plus important de votre vocabulaire est simplement non. Merci d'avoir écouté mon parcours.